Plus de 15 heures avec nous, notre ami des animaux, Félix Tremblay, porte-parole bénévole à la SPA. Bonjour, Oui, salut. Félix. Salut, Félix. Est-ce que tu m'as entendu cette semaine parler de l'histoire de Yvonne? Yvonne vient de passer. Yvonne n'est pas la propriétaire de Lucienne, mais Lucienne, c'est une petite chienne qu'on a sauvée cette semaine. Non. C'était quoi mon réflexe? Vas-y. J'ai appelé la SPA, on était le soir, mais la SPA est fermée. J'ai appelé le 911. Écoute, le Quel 911... genre de réponse t'as reçu? Du 911? Oui. Bien, super correct, le monsieur. Il m'a référé au fidèle moustachu. Il m'a dit, je donne le numéro de le courriel téléphone. municipal. Oui, exactement. Ça pour te dire que les fidèles ne sont pas venus. On a réussi, via Facebook, à localiser la propriétaire. Martine, ça faisait 1 heure qu'elle cherchait son chien. Elle a sauvé une bébête. Ah non, mais j'ai raconté ça en or. Elle était contente. On ne parle pas de débat parce que Martin et les chiens, mettons, ça ne fait pas un heureux hier, mélange. j'ai fait quand même pas pire... Oui, parce qu'il y a une jeune demoiselle qui s'appelle Marjorie Roueda. Elle est dans Orsainville, puis elle a perdu son petit Yorkshire qui s'appelle Théo. Ouais. Puis là, écoute, moi, il m'a fait une surprise hier avec ça. Moi, tu comprends-tu? Mon cœur saignait de savoir que Théo est en quelque part. Puis... Ben, c'est un membre de la famille. Quand on a un animal qu'on Ben oui. apprécie, qui nous donne de l'affection, qui nous rend l'affection qu'on lui donne, Tellement. ça devient un membre de la famille. Ouais, Tout à un fait. petit Yorkshire, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a adopté. C'est Oh. souvent ça qui arrive, Ouais. malheureusement. Quand on a des animaux qui sont désirables, Ouais. j'en parlais cette semaine avec un collègue, 2 fois, son chien est parti Hein? Ouais. et il l'a retrouvé chez quelqu'un qui l'avait adopté. Ben oui. Ben voyons les donc. petits Yorkshire, moi, j'ai eu un, là, il aime tout le monde. Ouais. Ben oui, c'est des chiens sociaux. Ah non, c'est hyper social. Avant d'aller à ta chronique du jour, parce que tu nous parles, on demeure sur le dossier des pitbulls. Oui, ça reste un dossier chaud. Oui, Martin il nous écrit un sur le dossier mordant. nathalie.normando@belvd.fm. Il nous écrit la plupart des propriétaires de chiens, de ces propriétaires de chiens, ils n'ont pas d'assurance dans leur vie. Tu sais, on parle de... Moi, je les appelle les crétins, là, parce que c'est des bombes, là. Les deux, là, le propriétaire des 2 chiens, là, qui se sont attaqués aux enfants de la maman, que je vous ai lu le courriel tout à l'heure, là, ben lui, il a des problèmes avec la justice, là, tu sais. Fait qu'effectivement, lui, les assurances, probablement... Pas que... grave. S'il y a une plainte au criminel, on s'en fout des assurances. C'est ça. Ben, parlons d'assurance, justement. Là, tu nous parles d'un cas... on veut bien Asbestos. Asbestos. Alors, raconte-nous. Donc, c'est relativement simple. C'était dans les journaux ce matin. Donc, c'est un couple qui se forme. Donc, un homme qui va vivre chez sa blonde. Et il arrive chez elle avec son pitbull. La dame, qui est visiblement assez soucieuse, prend la peine d'aviser ses assurances qu'il y aura maintenant assurance de maison. Il y aura maintenant un nouvel occupant dans la maison. Et cette personne-là vient avec un chien. C'est des questions assez standards quand vous appelez votre assureur. Et quand l'assureur est informé qu'il y aura un pitbull dans la maison, l'assureur décline l'assurance. Autrement dit, ce qu'on leur dit, c'est « Nous, on ne souhaite pas vous assurer. Vous ne serez pas assuré chez nous. » Voilà. Moi, j'ai appelé au Bureau d'assurance du Canada ce matin pour comprendre un peu la situation. Ils ne pouvaient pas me donner des spécifications sur ce cas-là précis, mais j'essayais de saisir un peu c'est quoi la nuance, parce que ma crainte, vous le savez, la position de la SPA, c'est que condamner une race, c'est pas nécessairement la bonne décision à prendre. Et je leur ai dit, écoutez, les assureurs sont des gens qui sont crédibles pour évaluer le risque. Donc, si les assureurs commencent à dire qu'on n'assurera pas des maisons où il y a un pitbull, les gens vont comprendre que vous avez évalué les pitbulls et que vous considérez que le risque est légitime. Je dis, là, vous êtes élevé. est trop élevé, mais non seulement ça, mais vous êtes en train de légitimiser une crainte qui peut ne pas être rationnelle. Problème. Exact. Moi, c'était Oui. ça mon problème. Excellent C'est réflexe. pour ça que je voulais appeler Et ce qu'ils m'ont dit, d'une certaine façon, me conforte dans ma position. C'est-à-dire que ce qu'ils nous ont dit, je vais faire un parallèle boiteux, là, tous les parallèles sont boiteux. C'est comme si vous essayiez d'évaluer est-ce que vous allez assurer des maisons en zone inondable. Si vous décidez d'entrer dans ce business-là, vous avez d'affaire à avoir une expertise qui va faire en sorte que vous ne perdrez pas votre chemise. Et la plupart des assureurs ne sont pas équipés pour juger de la dangerosité d'un chien. Donc, ils prennent pas de chance. Oui, mais ils vont y aller avec les statistiques aussi. Parce que dans un quartier, là, une même maison dans un quartier va coûter plus cher en assurance responsabilité parce qu'il y a plus de vols dans ce quartier-là que dans un autre quartier. C'est la même maison. Alors, c'est la même chose pour les chiens. Ils font une évaluation, puis ils font des statistiques. Puis quand les chiens qui mordent le plus souvent, c'est les pitbulls, ceux qui causent le plus de dommages, qui risquent d'y avoir des poursuites importantes, on s'entend, parce que les chiens qui mordent le plus, c'est pas les pitbulls, c'est les petits caniches, mettons. Mais
le risque, c'est la responsabilité, c'est le risque. Plus le risque est grand, plus les assurances coûtent cher. Puis c'est comme ça pour les chiens, puis c'est comme ça pour les quartiers, c'est comme ça pour plein d'affaires. Les cheminées, c'est la même affaire. Mais il y a une chose, mais je veux faire quand même attention, Martin, parce que tu balances des notions comme si c'était des faits avérés. Le fait que ce sont les chiens, les pitbulls qui mordent statistiquement le plus souvent, ce n'est pas avéré. Exact, c'est ça. Et, le plus souvent, mais les dommages les plus importants, c'est effectivement, ce sont les pitbulls. il y a certains éléments qui tendent à démontrer que ce sont ce genre de chiens-là qui causent les plus grands dommages. Effectivement, Tout à fait. on pourrait se poser ces questions-là. Mais du côté de l'assureur, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est une zone grise, on n'est pas équipé pour l'évaluer, on ne veut pas s'en mêler. D'accord? Donc, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'eux, ils estiment que le pitbull, c'est le grand coupable de toute la situation. Ils t'ont vraiment dit qu'ils ne veulent pas s'en mêler? C'est que, de façon générale, Oui. pour reprendre l'exemple d'une maison en zone inondable, Oui. si vous entrez dans ce business-là, ça veut dire que vous avez des experts qui vont sur le terrain, connaissent la rivière, connaissent la vallée, le bassin versant, connaissent... D'accord? Si quelqu'un décide d'assurer une maison le long de la rivière Chaudière en Beauce, il y a d'affaires à connaître la rivière Chaudière. Je comprends. Si on décide d'assurer une maison où il y a un pitbull, d'accord? Le problème, là, d'une certaine façon, je vais ramener ça à un point que j'ai déjà fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation de comportement. La solution, ça serait de dire, vous allez faire évaluer votre chien par un expert. Si vous êtes capable de fournir à l'assureur une attestation qui dit ce chien-là est sécuritaire, Très bon point. l'assureur va vous assurer. Ouais. Mais c'est un corps de métier qui, au Québec, est presque inexistant, qui est en formation, qui est en création. Oui, mais il y a quand même des vétérinaires qui sont comportementalistes, qui peuvent exprimer une Écoutez, ce que je vais dire là, appréciation. J'espère qu'il n'y a pas trop de vétérinaires à l'écoute, mais moi, quand j'ai consulté des gens qui sont experts dans le domaine, ce qu'on m'a dit, c'est que les vétérinaires, ce sont souvent des spécialistes de l'anatomie. Ce sont souvent des spécialistes, ce sont des médecins des animaux. Si je me permets de faire une comparaison, là, ce dont on a besoin, c'est un psychologue du chien, pas un médecin du chien. OK, mais attends une minute, là. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Là. Le gouvernement va commencer des consultations en commission parlementaire le 20 mars prochain là-dessus. Ouais. On s'entend, toi et moi, que le débat est bien mal parti. C'est vraiment parti dans le champ Si gauche. le gouvernement suivait ta recommandation et disait effectivement, envoyer un message aux compagnies d'assurance que ça prend le certificat dont tu parles. Ouais, une évaluation de comportement. Bien, peut-être que des gens comme Pierre Gouge, qu'on a reçu hier ici, qui est un coach en comportement, là, qui fait ça dans la vie, il va chez les gens puis aide les gens avec leurs chiens. Alors, si c'était obligatoire maintenant, on donnerait une impulsion à tous les gens au Québec, qui sont une quarantaine, qui veulent se former en association, qui ont développé une spécialité en comportement animalier. Tu comprends-tu? On structurerait davantage ce secteur-là. C'est-à-dire que là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trancher du pain avec un bat de baseball. On n'a pas le bon outil pour essayer d'en venir à prendre des mesures qui ont de l'allure. On est là, puis on regarde ça d'un point de vue vétérinaire, on regarde ça d'un point de vue de la race. C'est très émotif aussi, le débat. débat. Oui, c'est extrêmement émotif. Et les gens qui sont des experts là-dedans nous disent qu'on ne devrait pas parler de la race, on devrait parler de la lignée. Donc, autrement dit, on ne devrait pas dire si c'est le pitbull. C'est cette femelle-là qui a de l'anxiété, avec ce mâle-là qui a de l'agressivité, donne des chiots qui sont agressifs et anxieux et qui sont dangereux. Mais non, c'est pas possible, ça, là. Bien, ça dépend. Si vous faites de l'appréciation de comportement et que vous dites cet animal-là ne devrait pas se reproduire, devrait soit être stérilisé ou devrait être destiné à l'euthanasie. Le problème, c'est qu'on passe de blanc au noir, il n'y a comme pas de zone grise entre les deux. En bout de ligne, l'assurance a toujours le loisir de te dire non, hein? C'est ça le problème. Exact. C'est qu'eux autres, s'ils ne veulent pas t'assurer, ils ne t'assurent pas, là. Bien, c'est ce que les assureurs, c'est ce que le Bureau d'assurance du Canada me disait ce matin. Eux autres, ils disaient, écoutez, là, la seule assurance que vous êtes obligé d'avoir dans votre vie, c'est l'assurance automobile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une assurance de maison. Vous pouvez tout perdre, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais donc, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est non, l'assureur est tout à fait disposé et c'est tout à fait à sa liberté à lui de dire non, moi, j'assure pas cette race de chien-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si on n'avait pas les outils pour faire un jugement nuancé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout blanc ou tout noir, mais on n'est pas capable de faire les nuances qui s'imposent. Et dans le processus, ce qui va arriver, c'est soit on va laisser des chiens dangereux en circulation, soit on va euthanasier des chiens qui vont être des bons chiens inutilement. Ben oui, exactement. C'est ça qui ne marche pas. Avant que tu nous quittes, je veux vous lire un courriel de Pascal au masculin, pardon. Lui, il a un chien d'assistance, c'est un golden. Puis lui, il dit il y a un manque de respect de la part des citoyens quand je me promène
promène avec mon chien. Il dit, entre autres, les baby boomers qui entrent dans la bulle de mon chien. Puis il dit, je fais des efforts colossaux pour éviter ce genre de situation parce que je ne sais pas comment mon chien va réagir. Il peut devenir anxieux. Il peut devenir anxieux, puis il dit, tu sais, quelqu'un qui veut caresser mon chien là, de façon un peu hypocrite, là, c'est l'expression qu'il a utilisée. Il dit, écoute, puis il dit, après ça, s'il arrive de quoi, si mon chien mord la personne qui a voulu... Il est responsable. Ben oui, c'est ça. Il dit, là, c'est rendu que je me prive presque de sortir avec mon chien. C'est la pire chose à faire. Parce que si son chien n'est pas sociabilisé, il va devenir encore plus craintif, ça va être un cercle vicieux. Aussitôt qu'il va voir du monde, il va devenir encore plus craintif. Tu lui recommandes de continuer. Bien, c'est-à-dire que essayer d'y aller dans un contexte contrôlé, essayer, par exemple, de dire aux gens, écoutez, mon chien est un petit peu craintif, approchez-le doucement, mais approchez-le. OK, c'est bon. Ne négligez pas d'approcher un animal. Moi, je ne suis pas comportementaliste, je ne suis pas un expert. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu sais, j'ai une correction à faire. Oui. J'ai fait une erreur la semaine passée. Il y a du monde qui m'ont chauffé les oreilles. Oui, on a reçu des courriels aussi là-dessus. C'est correct. J'ai utilisé le mot dominance. D'accord? Un comportement dominant. C'est vrai que c'est des termes qui sont complètement dépassés. J'aurais pas dû utiliser ces termes-là. Quand on parle d'animaux, aujourd'hui, on doit parler de comportement, on doit parler de tempérament, on doit parler de personnalité, comme je vous disais, anxieux, agressif, d'accord? La dominance, même scientifiquement, c'est des concepts qui s'appliquent plus vraiment, même à l'intérieur des meutes de loups, parce qu'au départ, c'est de là ça émanait, là, ces concepts scientifiques-là. C'est vrai que c'est des concepts qui sont dépassés. Et je m'excuse si j'ai induit les gens en erreur, c'était pas mon intention. J'essayais de prendre des raccourcis. Quand on communique, des fois, on veut aller trop vite, là. Mais essentiellement, ce sont des animaux qui ont une personnalité, d'accord? Et il faut naviguer à travers ça. Si vous avez un chien, par exemple, qui a une personnalité qui est plus irritable, donc qui va peut-être démontrer plus d'agressivité, bien, c'est à vous, justement, à le sociabiliser, à le prendre assez tôt, pas laisser ça aller. La plupart des animaux, on est capable de les aiguiller pour que ça devienne des... C'est comme une personne, vous savez, si vous avez une personne dans votre entourage qui a un comportement qui n'est pas acceptable, vous n'allez pas y mettre un collier autour du cou. Exactement. Vous allez essayer de l'aiguiller. C'est le gros bon sens. Mais merci de ce conseil pour Pascal. En terminant rapidement, J'ai une Martin. petite question pour toi, Félix. Si on te donnait un pitbull, le prendrais-tu, toi? Si on me donnait un pitbull, est-ce que je le prendrais? Sincèrement, T'aimes ça, toi, les chiens? Moi, j'aime les chiens, j'adore les chiens. Bon. Ça dépend de la bête. Sérieusement, il y avait un pitbull la semaine passée à la SPA qui était magnifique, qui avait à peu près 6 mois. Les employés de la SPA me disaient qu'ils l'avaient amené à la réception. D'accord? À l'intérieur d'une journée, il lui avait appris assis, couché. D'accord? Donne la patte. Le chien était assis à côté de la réception. Il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient. Le chien était tranquille, paisible, excellent animal. Qui était clairement sain mentalement, qui était clairement équilibré mentalement. Pour répondre à ta question, j'ai failli l'adopter. J'y ai pensé sérieusement. As-tu entendu ce qu'il a répondu? Il a répondu, ça dépend de l'animal, pas de la race. Ouais. L'animal était magnifique. Oui. Sérieusement, j'y ai pensé sincèrement et il est parti en dedans d'une journée. Ah, tu vois. Merci, Félix Tremblay, porte-parole bénévole de la SPA de Québec. Salut. On se reparle vendredi prochain. À la semaine prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup. Allons maintenant du côté de François qui nous parle des Jeux paralympiques. Ça commence aujourd'hui, François. Oui, c'est parti. On en parle moins des Jeux paralympiques. Évidemment, on en a souvent que pour les Jeux olympiques. Mais depuis plusieurs années, là, je vous dirais à peu près 30 ans, les Jeux olympiques ont lieu tout de suite après les Jeux olympiques. Là. On a tendance, j'aime pas ce terme-là, là, mais les vrais Jeux, entre guillemets, mais ça reste que les athlètes paralympiques, ce sont des vrais athlètes oui, je quand comprends, même, mais c'est des vrais Jeux pour eux aussi. Oui, ça c'est clair et net. Là. C'est un petit peu plus court, ça dure 10 jours, c'est jusqu'au 18 mars. C'est à Pyeongchang. On les tient toujours au même endroit que les Jeux olympiques. Ça n'a pas été toujours comme ça, mais depuis 1988 pour les Jeux d'été et 92 pour les Jeux d'hiver, les Jeux olympiques et paralympiques ont lieu au même endroit. À Pyeongchang, il y a 49 nations qui y participent. C'est 4 de plus que les Jeux précédents, qui étaient à Sochi. Il y a des Russes aux Paralympiques, mais ils compétitionnent comme leurs grands frères des Jeux olympiques sous le même vocable, c'est-à-dire athlètes olympiques de Russie. La délégation canadienne est la deuxième plus nombreuse avec 52 athlètes. Les États-Unis sont premiers, on s'en doute, là, avec 68. Il y a 6 sports aux Jeux paralympiques d'hiver. Le biathlon, le curling en fauteuil roulant, le hockey sur luge, le ski alpin, le ski de fond et le snowboard. Mais il y a plusieurs catégories dans chacun des sports, là. Juste pour le ski alpin, il y en a 30. C'est parce qu'évidemment, c'est parce que les handicaps varient. Il y en a, c'est la vision. Il y en a, c'est les bras. D'autres, c'est les jambes. Alors, il y a toutes sortes de variantes pour chacun des sports. Alors, il y en a. Le hockey-luge, c'est la même chose pour tout le monde. Le curling, c'est en fauteuil roulant. Mais quand on passe au sport skié, bien là, c'est différent. Là, il y en a de toutes les sortes. Le Canada se classe plutôt bien. Ces Jeux, d'habitude, 16 médailles en 2014, 19 en 2010,
12 en 2006. Les Russes, c'est surprenant ça, mais sont les meilleurs à ces Jeux. Aux Paralympiques d'hiver, là, les Russes sont forts. Ah oui? Oui, premier rang des médailles lors des 3 dernières éditions. À Sochi, c'était indécent, là. 80 médailles. 80. Est-ce qu'il y a eu des cas de dopage pour les Russes aux Paralympiques? Ça, je peux pas vous le dire, là, Hein? parce que on a parlé beaucoup des athlètes olympiques qui se sont fait pincer pour dopage, mais on n'a pas parlé des athlètes paralympiques. Bon, on peut présumer que oui, là, parce que d'habitude, aux Jeux paralympiques d'hiver, ils gagnent une trentaine de médailles, puis à Sochi, ils sont arrivés avec 80. C'était quelque chose comme Quand même. 55 de plus que le deuxième. Là. Aïe, Ça n'avait aïe, hein? aucun sens. C'est Brian McKeever qui va être le porte-drapeau, canadien à la cérémonie d'ouverture. Lui, il compétitionne en ski de fond. Ce sont ses 5e Jeux paralympiques. Il a remporté 13 médailles. Lui, il est malvoyant. Lui. Son handicap, c'en est une vision. Les Jeux paralympiques sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. En 60 pour les Jeux d'été, en 76 pour ceux d'hiver. C'est un médecin anglais qui a parti ça. Lui, il soignait des blessés de guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, il soignait des blessés de guerre dans un hôpital au nord de Londres. Et puis pour leur donner un petit peu le goût de vivre, puis leur donner un défi, il a décidé de faire des activités sportives. Il est bien hot, Puis lui. tranquillement, ça a pris de l'ampleur Ben oui. jusqu'à devenir des Jeux paralympiques. Cet hôpital-là est en Angleterre, à Stoke Mandeville. C'est au nord de Londres. Puis c'est d'ailleurs encore l'hôpital le plus important en Europe pour les blessures impliquant la moelle épinière. Ah oui. Et ils ont tenu les Jeux d'été. À un moment donné, eux, avant là, que ça devienne dans la même ville que les vrais Jeux, là, ils les ont tenus, c'était en 84. Il y avait tenu une partie des Jeux d'été. C'était une candidature conjointe avec New York. Il y avait une partie des Jeux d'été qui était à Stoke Mandeville. Alors, c'est comme ça que c'est devenu des Jeux paralympiques. Puis maintenant, ben, écoutez, on a de grands athlètes. On a juste à penser chez nous à Chantal Petitclerc, là, qui a été athlète de l'année. Je me souviens plus c'est quelle année, là, mais elle a été athlète de l'année au Canada, Chantal Petitclerc, là, devant les hockeyeurs, les baseballeurs, peu importe, là. Ouais, Mais il n'y a pas un député aussi, mais c'était pas les Jeux olympiques d'hiver, là. C'était ceux d'été. Un gars qui lançait le disque, là. Un député à Ottawa? Oui. Non, C'est un pas député au Québec. France Gagné. Oui, c'est ça, France Gagné. Ouais. Oui. Ça a été un grand athlète paralympique. Oui. Ouais. Merci, François. Ça commence ce soir. Donc, on le rappelle, c'est jusqu'au 18 mars. 18 mars. Merci, François. Dans 100% Normandie,